Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire de la Fondation MSF. Pour ceux d'entre vous qui ont pu participer à d'autres webinaires, vous connaissez peut-être déjà un petit peu le format. L'idée, c'est de vous présenter les projets de la Fondation et puis d'avoir aussi un moment d'échange avec vous, hein. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat. Vous pourrez, tout au long du séminaire, poser vos questions, puis on essaiera de prendre le maximum de questions et d'y répondre. Comme vous le savez, la Fondation MSF travaille de façon très étroite avec l'association MSF. Elle est en appui des terrains MSF avec l'idée de répondre à des besoins identifiés par les terrains et de développer des innovations, souvent avec des briques technologiques assez avancées, qui permettent de proposer de nouvelles solutions au terrain et donc de mieux traiter les besoins des patients sur les différentes missions sur lesquelles MSF intervient. Donc aujourd'hui, on va être plusieurs à présenter quelques exemples, hein. Le thème de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est la médecine humanitaire par la rééducation. C'est un domaine assez original sur lequel MSF est positionné relativement en pointe. Il n'y a pas beaucoup de projets comme ceux que l'on va évoquer aujourd'hui. Vous aviez peut-être eu l'occasion de voir d'autres projets de la Fondation au travers des webinaires précédents. Il y avait eu un webinaire sur le projet 3D, un webinaire sur Alerte Épidémie, un webinaire sur AI for CC. Donc là, on va se concentrer sur un des projets. Comme vous le comprenez, la Fondation développe de nombreux projets. Là, aujourd'hui, on va vraiment mettre l'accent sur la rééducation et on va le faire à 4, en fait. Alors, on sera 4 personnes à participer. Donc, en présentiel, comme on dit ici avec moi, Lucille Saint-Louis, donc, qui est spécialiste clinique, qui se présentera peut-être plus en détail quand elle présentera son projet. Lucille travaille notamment sur la rééducation pédiatrique. On aura ensuite une présentation de Élise Touvron, alors qui n'est pas physiquement avec nous puisqu'elle est en Syrie actuellement. Elle travaille justement sur son projet qui porte sur la rééducation, notamment pour les grands brûlés. Et puis on aura également en ligne avec nous Clara Nordon, qui est la directrice de la Fondation. Je ne me suis pas présenté, moi je suis le président de la Fondation, mais je ne suis pas un salarié d'MSF, je ne travaille pas à temps plein, j'ai un autre métier par ailleurs, je suis enseignant-chercheur et donc je suis président du conseil d'administration depuis fin 2023. Mais c'est vraiment Élise, Lucille et Clara qui font le travail et donc qui pourront présenter plus en détail des exemples de projets de la Fondation. Alors, l'idée de cette présentation, c'est vraiment d'aller dans le concret. L'objectif, c'est d'illustrer ce que fait concrètement la Fondation. Les projets d'innovation, ça prend souvent beaucoup de temps, ça demande des ressources assez particulières, ça demande beaucoup d'agilité. Ça passe par des phases exploratoires, donc on va voir des exemples de ces phases sur les 2 cas présentés par Élise et Lucille. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que la Fondation a une position assez unique pour réaliser ces projets. Les autres départements d'MSF innovent aussi, bien sûr, hein. La Fondation n'est pas la seule à innover. D'autres entités d'MSF innovent également beaucoup. Mais la Fondation a la particularité d'avoir des ressources spécifiques pour développer des solutions qui n'existent pas dans le mouvement actuel et donc qui supposent d'engager des moyens particuliers, des compétences assez pointues, hein, on le verra avec Lucille et Élise, d'être capable de tester dans la durée, euh, d'être persévérant. Ces projets d'innovation souvent demandent beaucoup de temps. Et quand on regarde dans le monde humanitaire, il n'y a pas tant d'organisations que ça qui arrivent à développer des projets de ce type. Donc c'est une des forces assez uniques de la Fondation MSF, non seulement au sein du mouvement MSF, mais de façon plus générale dans le monde humanitaire. Et donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous convaincre de l'intérêt de ces projets, de leur impact. Vous allez voir que les impacts sont extrêmement concrets, que les possibilités de développement de ces projets sont importantes, mais ils supposent des moyens. Et donc, ce webinaire étant destiné aussi aux donateurs qui nous suivent ou qui peut-être nous rejoignent depuis peu, on compte aussi sur vous, bien sûr, pour nous aider à poursuivre ces projets, à leur donner plus d'impact. Donc, on va démarrer sans attendre. L'idée, c'est d'avoir l'occasion de faire 2 zooms en fait sur ce domaine de la rééducation, qui est un domaine assez récent, sur lequel la Fondation investit déjà depuis plusieurs années et qui comprend différentes facettes. On va en voir 2 aujourd'hui. La première facette sera sur la rééducation pédiatrique, donc avec Lucille Saint-Louis, donc qui est spécialiste clinique, qui a rejoint la Fondation MSF l'été dernier, donc c'est assez récent, et qui a déjà travaillé sur différents terrains, notamment au Yémen et au Tchad. Donc je vais tout de suite passer la parole à Lucille pour qu'elle puisse présenter. Il y a quelques slides aussi pour illustrer. Et puis, à l'issue de la présentation de Lucille, vous pouvez intégrer vos questions dès maintenant, mais on prendra les questions à la fin de sa présentation. On enchaînera avec la présentation d'Élise, qui est en Syrie. Et puis, pareil, on prendra des questions pour Élise et on gardera un petit temps à la fin pour pouvoir revenir sur les enjeux plus généraux de la Fondation et puis peut-être aussi
donner l'occasion à Clara Nordon, donc la directrice de la fondation depuis 7-8 ans maintenant, de peut-être de réagir sur les présentations et puis sur vos questions. Mais donc je passe tout de suite la parole à Lucille. Merci beaucoup, Nicolas. Bonsoir à tous. Donc, je suis Lucille Saint-Louis. Comme Nicolas le disait, je suis spécialiste clinique en rééducation pédiatrique. Et donc, juste pour en savoir un petit peu plus sur moi, j'ai travaillé pendant 10 ans en rééducation auprès des nourrissons et des très jeunes enfants. Je voulais partager avec vous une présentation qui contient des images des différentes missions que j'ai pu effectuer jusqu'à présent. Cette mission, elle m'a été donnée suite à la demande, des différents terrains MSF qui ont demandé à avoir plus de support en termes de rééducation pédiatrique. Et si on précise un petit peu le sujet, parce que la pédiatrie est un vaste domaine et les enfants malheureusement peuvent souffrir de plusieurs, pathologies. Mon domaine d'expertise concerne la neuropédiatrie. Donc on va parler des séquelles neurologiques suite à des pathologies aiguës comme sur nos terrains MSF, on va rencontrer des enfants qui ont le neuropaludisme ou des méningites ou différents types d'encéphalite. Et il y a aussi un autre domaine, un sous-domaine dans la neuropédiatrie qui concerne les retards neuromoteurs. Donc un retard neuromoteur, ce n'est pas forcément une pathologie neurologique, ça peut être par exemple quand vous emmenez un enfant chez le pédiatre et qu'à 18 mois, il constate que cet enfant ne marche pas encore. Donc on va appeler ça un retard neuromoteur. On va se focaliser un petit peu plus sur le cas de la malnutrition, car c'est une grande, majorité des patients que l'on rencontre sur nos terrains. Donc j'ai commencé, par aller au Yémen et j'ai vu pas mal d'enfants qui souffraient de dénutrition. Ces enfants peuvent présenter des retards neuromoteurs, justement, parce que ces retards sont dus soit à l'environnement, soit à un manque d'énergie qui va faire qu'ils ne vont pas pouvoir aller explorer leur environnement. Et un enfant, il va construire toute sa motricité sur sa capacité à aller explorer l'environnement. Donc les enfants dénutris, ils ont une santé plus fragile, ils n'ont pas d'énergie, ils ont des parents qui ont souvent d'autres priorités vitales que stimuler leur enfant, ou des parents qui peuvent parfois avoir peu d'éducation concernant les besoins d'un enfant au cours de son développement. Et on a également un environnement, dans un contexte humanitaire, qu'on va appeler dysstimulant, des notamment, quand les enfants sont témoins de violences, subissent la pauvreté et également, des températures extrêmes, qui peuvent impacter, leur développement. Ces enfants-là, s'ils présentent un retard neuromoteur, on va leur proposer de la rééducation neuromotrice précoce. Donc, on l'a dit précoce parce qu'on l'a fait dans les 2 premières années de vie, de l'enfant et c'est une démarche qui est assez émergente aussi, en France. Et ces 2 premières années de vie, c'est là où le cerveau est le plus à même d'intégrer les compétences motrices de type ramper, s'asseoir, se mettre debout, marcher. Par exemple, à 3 mois, un enfant va comprendre qu'il a un côté droit et un côté gauche parce qu'il va être capable d'attraper un jouet sur la ligne au milieu de son corps. Et à 6 mois, un enfant va comprendre qu'il a le haut du corps et le bas du corps parce qu'il va être capable d'attraper son gros orteil. Donc ça, c'est 2 moments, par exemple, dans la première année de vie de l'enfant qui sont très importantes pour la compréhension future de tout son schéma corporel. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à ce moment-là de la vie des enfants et qu'on veut éviter qu'ils prennent du retard, dès le plus jeune âge. Alors, je vais vous donner des exemples, à travers 2 petites vidéos d'une petite patiente qui a été filmée, lors de ma mission au Yémen. Elle s'appelle Amlak, elle a 11 mois et donc elle est en séance de rééducation neuromotrice. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est qu'elle a 11 mois et qu'elle n'arrive pas à ramper. Elle n'est pas capable non plus de s'asseoir toute seule et encore moins de se mettre debout, donc ce qui la met, en retard. Et vous pouvez voir sur la vidéo qu'elle ne sait pas pousser sur ses bras. Donc le rôle du kiné, dans ce cas-là, ça va être de lui donner la sensation de pousser sur ses bras et ensuite on organise l'environnement autour de l'enfant en bougeant les jouets. Là, on lui met sur les côtés parce qu'on veut stimuler les pivots quand les enfants font la pendule et tournent en rond. Ça, c'est une étape vraiment nécessaire pour la suite, pour apprendre à ramper et même pour apprendre à marcher. Donc c'est pour ça qu'on fait très attention à ce qu'elle puisse avoir les bonnes sensations et donc on va l'aider, à se développer en ce sens. On a une deuxième petite vidéo où cette fois-ci, on l'aide à travailler la position assise. Vous voyez qu'elle est instable, elle part en arrière. Donc là, le kiné, qui est mon collègue Zaïd au Yémen, que j'ai formé, va l'aider à avoir les bonnes sensations pour passer de assise à 4 pattes. Donc ça, c'était des exemples, de ce qu'on peut faire, en pratique et donc ça nous envoie sur cette mission, au Yémen que j'ai effectuée l'année dernière pendant 3 mois.
Donc j'étais à Haïdan, qui est un petit village de montagne, dans le nord Yémen. Vous pouvez voir sur la carte, en haut à gauche. C'est un petit hôpital de 60 lits qui est soutenu par MSF depuis 2015. Malheureusement, il a été partiellement bombardé durant l'année 2015, donc le soutien s'était arrêté, mais il a pu reprendre, en fin d'année. Le projet d'avenir, pour cet hôpital, ce serait, pour MSF de soutenir d'autant plus, le soin femmes et enfants, et donc c'est pour ça que je m'y suis rendue, pour développer la rééducation pédiatrique. Sur la droite, de la slide, vous avez les quelques chiffres clés. Donc j'y suis allée pour évaluer les besoins en rééducation neuromotrice, et donc j'ai pu constater que 37 des nouveaux patients à l'hôpital présentaient des retards neuromoteurs, c'est-à-dire, par exemple, ne marchaient pas à 18 mois ou ne marchaient pas à 4 pattes à 10 mois. Les 2 gros chiffres, 270, c'est le nombre de nouveaux patients qu'on a pu suivre sur les 3 premiers mois, de l'activité, et on a pu leur proposer à ces 270 patients 820 séances. Donc ça montre bien que les équipes sont motivées, que le besoin est là et que l'activité est en train de se développer. Le dernier chiffre, c'est 40 du temps de kinésithérapie qui va être dédié maintenant à la neuropédiatrie dans cet hôpital, et ce chiffre, il est important parce qu'avant que j'effectue ma mission là-bas, il était de 3. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu la majeure part de l'activité des kinés, et c'était un domaine de la rééducation qui était totalement, inconnu avant pour, les staffs, les personnels qui travaillent, dans ces hôpitaux. On va changer de slide pour aller sur ma dernière mission en date. Donc, je suis rentrée la semaine dernière du Tchad. Donc, vous pouvez voir, sur la slide une photo, des enfants en train de jouer. J'étais à Adré, donc tout à l'est du Tchad, à la frontière avec le Soudan, et on s'occupait des patients qui sortent des camps de réfugiés, et ce sont les réfugiés de la guerre au Darfour. Donc, c'est un jeune projet. Il y a eu un afflux massif de réfugiés l'année dernière, il y a 1 an. Et donc, du coup, on a des grands camps, de réfugiés, de familles qui n'ont plus rien, qui n'ont plus d'objets pour stimuler leurs enfants, plus d'argent pour les nourrir. Donc, on fait face, à un problème de malnutrition également. Dans cette, mission, j'ai pu dépister que 25 des enfants présentaient un retard neuromoteur dans le service de malnutrition. Donc ça reste un peu moins qu'au Yémen. Donc on peut constater qu'il y a 2 profils de projets différents. Au Yémen, c'était une guerre vieille de 10 ans. À Adré, c'est une crise aiguë où les patients viennent de fuir leur pays. Donc le taux de retard moteur est moindre, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que la malnutrition au Yémen devient vraiment chronique. Dans cet hôpital, par contre, il y avait quand même 50 des enfants en malnutrition qui, quand ils ont une maladie aiguë, qui va les amener à être hospitalisés, ils vont arrêter leur progression motrice, et donc comme part du soin de ces enfants-là, c'est très important d'inciter les mamans et de leur expliquer qu'il faut stimuler leur enfant à bouger, ou alors leur enfant peut cumuler des risques plus tard. Et donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas encore de kiné dans cet hôpital, mais avec les équipes de promotion de la santé et de santé mentale, qui sont sur le terrain, on a pu mettre en place les ateliers de jeux comme vous pouvez constater sur la photo, avec des jeux qui avaient été, donnés par UNICEF pour stimuler les enfants à se déplacer et à garder, un entrain à aller explorer leur environnement, et à vivre en fait, et à leur redonner la joie de vivre. Et c'est très important de proposer ça sur les projets, où on prend en charge la malnutrition, parce que c'est une part intégrante du soin, et que il ne s'agit pas juste de nourrir l'enfant, mais il s'agit d'éviter qu'il rechute et de favoriser son développement. Donc, on a pu mettre ça en place, et tout le monde était très content, sur le terrain. On va pouvoir, sur, la dernière slide, voir, quelles sont les perspectives pour, ma partie du projet de rééducation. Donc je suis toujours en lien avec les équipes au Yémen, et je les contacte régulièrement pour faire un suivi justement de l'activité qu'on a pu mettre en place. Et jusqu'à présent, tout se passe bien. Ils sont toujours en train de développer l'activité, et je devrais normalement y retourner en fin d'année pour voir s'ils ont besoin de plus de support, et voir si on peut développer ça également sur d'autres projets au Yémen. Comme je viens de rentrer du Tchad, on est en cours de stratégie en collaboration avec MSF Association pour voir au niveau du Tchad, s'il y a d'autres projets qui pourraient avoir besoin de développer la rééducation, et comment on pourrait faire tous ensemble pour former des kinés tchadiens et avoir, des kinés sur place qui peuvent prendre en charge ces enfants-là.
On est toujours en cours d'exploration des autres projets qui pourraient nous exprimer la demande de besoin de support dans ce domaine. Et puis, ce que vous pouvez voir sur cette photo, c'est donc, moi à côté de mon poster. C'était la semaine dernière au MSF Pediatric Days, qui est une conférence pédiatrique, MSF, où, j'ai pu présenter, les premières données sur la mission au Yémen, parce que c'est un sujet qui est encore très peu exploré, même en dehors de MSF. Et donc toute les la collecte de données sur les patients, sur les prises en charge, sur les résultats que nous avons, va permettre d'étayer, cette activité et de la valoriser et de pouvoir la développer, sur tous les autres projets qui en auraient besoin. Merci. Merci Lucile. Alors on peut peut-être revenir sur quelques points qui permettront de bien illustrer justement ce que fait la Fondation et comment elle fonctionne. Donc il y a un premier point qui est que la rééducation ne faisait pas partie des pratiques des terrains MSF. Donc il y a eu une demande des terrains pour essayer de voir comment on pouvait traiter cette partie-là du soin, c'est ça? Oui, alors la rééducation faisait en partie des terrains Pédiatrique, oui, MSF, mais la rééducation pédiatrique, pédiatrique. effectivement, il y avait forcément des prises en charge pédiatriques parce qu'il y a forcément des enfants blessés, des enfants brûlés, des enfants qu'on rencontre sur les terrains MSF, mais la partie neuropédiatrique était, totalement occultée et c'était justement les équipes sur les terrains qui étaient très démunies face aux séquelles neurologiques. On a un enfant, de 5 ans qui va bien, il va faire une méningite et puis là, il ne peut plus marcher, même plus s'asseoir et souvent les équipes sur le terrain ne savent pas quoi proposer à ces enfants-là. Alors qu'en fait, en rééducation pédiatrique, on va pouvoir, proposer à ces enfants, les stimuler, les faire changer de position et un enfant, ça peut récupérer très vite. Donc c'est très important sur cette phase aiguë de proposer des soins qui effectivement n'étaient pas D'accord. proposés jusqu'à présent. Donc première caractéristique, l'idée vient en grande partie du terrain qui identifie un besoin, un problème non traité. Et donc là, la Fondation met des ressources pour essayer d'explorer des solutions. Donc la deuxième dimension, c'est cet aspect exploration. Le mot a été cité plusieurs fois. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur ce que ça veut dire qu'explorer une nouvelle pratique? Ça passe par quelles actions, par quel type de rendu, de livrable? Et bien alors du coup, ça passe par ce que j'ai appelé une mission d'exploration, dans ma présentation et effectivement je vais sur le terrain, un endroit où il n'y a pas d'autres professionnels qui exercent, ma profession, et où personne ne sait qu'on peut proposer ce type de soins à ces patients-là. Donc j'y vais déjà pour informer les équipes sur le terrain et les former et ensuite, j'y vais pour dépister les besoins. Donc on évalue s'il y a un besoin ou non et donc là, on a pu constater, notamment dans les cas de malnutrition, qu'il y avait un besoin important avec au moins un quart des patients à chaque fois qui ont des retards, qui pourraient bénéficier de prise en charge et donc l'idée ensuite, c'est de mettre en place une stratégie avec l'association et avec le pays pour voir quelles sont les disponibilités dans le pays pour développer une activité de rééducation, et former des gens, localement. Donc là, on conçoit de nouvelles pratiques, on les teste, on voit si ça marche ou pas, si ça a un impact. Et si ça fonctionne, l'étape suivante, c'est Et l'étape suivante, c'est d'essayer de rendre reproductible ce modèle-là sur d'autres terrains, MSF, si ça fonctionne bien, et d'essayer de comme créer des guidelines pour que les autres projets puissent se saisir de cette façon de faire et de ce soin et les d'accord. proposer. Et donc là, on est à ce stade-là pour cette activité de rééducation pédiatrique. On est dans la phase où on commence à bien comprendre ce qui pourrait être fait et on se pose la question du déploiement au-delà du Yémen et du Tchad. Oui, donc là, c'est vrai que c'est une phase ça reste encore un peu une phase exploratoire parce que c'est les 2 premiers projets où on est allé évaluer les besoins et on a essayé de mettre en place, cette activité. Donc on est encore en phase exploratoire, mais très bientôt, on va pouvoir s'orienter vers essayer de déployer, à plus haute échelle, même si la compréhension de chaque projet est importante parce que finalement chaque projet va être différent. Et permet d'apprendre. Ouais. Alors, il y a quelques questions, donc je vais en prendre peut-être au moins une ou deux maintenant, puis ensuite on enchaînera avec Élise. Première question, est-ce que vous avez un exemple de cas de patient avec une évolution significative qui illustre l'apport de la rééducation? Mmh. Oui, merci pour la question. J'ai un exemple, au Yémen, où j'avais un petit patient de 3 mois qui ne mangeait plus et sa mère n'arrivait plus à l'allaiter. Elle avait déjà, 8 autres enfants et elle était épuisée, elle en avait marre de lutter pour allaiter son enfant et en fait, moi, quand je l'ai évalué, c'était un enfant, qui était, trop tonique et qui était bloqué en arrière dans sa posture. Donc j'ai fait des séances de détente de ce patient-là, j'ai donné des conseils à la maman parce qu'en fait, les parents ont une part très importante dans le soin, des petits et je lui ai montré comment porter son enfant en écharpe parce qu'en fait, c'est un enfant qui avait besoin de beaucoup de portage. Mais elle, elle n'avait pas le temps de le porter donc
je lui ai appris à le porter en écharpe et dès le lendemain, quand elle m'a vue rentrer dans le service, elle m'a sauté dans les bras et elle était ravie parce que son bébé remangeait, il avait arrêté de pleurer et il a arrêté de se tenir en arrière. Donc là, c'est un exemple sur un petit conseil que personne n'avait pu lui donner parce que personne n'avait cette analyse, posturale du bébé, qui a pu changer toute l'alimentation de l'enfant, dès 3 mois. Et donc ça, ce type de conseil, ce type de technique, ça peut rentrer dans les guidelines que la fondation produit sur des nouvelles pratiques. C'est un exemple de ce qui peut être ensuite diffusé quand on a identifié la solution et le problème, quoi. Ouais, c'est ça. C'est effectivement, ça reste, c'est des conseils, qu'on peut donner, aux parents, des pratiques et là, on les met en place sur le terrain. En fait, je transpose ce que je savais faire, ici en France sur le terrain. Je vois si ça marche et après ça peut rentrer dans les guidelines, D'accord. effectivement. Alors on peut prendre une autre question de Niki. Alors je vous lis la question, enfin je lis la question telle qu'elle est posée. Passage de 3% à 40% de kinésithérapie, neurologie infantile. Est-ce que ça correspond à une augmentation des moyens sur place ou est-ce qu'il y a une priorisation douloureuse? C'est-à-dire, oui, je ne sais pas si la question est claire, c'est est-ce qu'on arrive à suivre le besoin? Hem Comment est-ce qu'on priorise les cas à traiter? Oui et ben là, en fait, la priorisation s'est fait un peu, malgré elle parce que le projet s'oriente vers un soutien mère-enfant. Donc il y avait d'autres patients qui pouvaient être pris en charge avant, peut-être des adultes, mais on n'était plus vraiment dans l'urgence sur ce projet. On était sur, de la kiné comme on peut le constater, comme on peut le faire chez nous. Donc le choix a été fait de s'orienter plutôt sur l'urgence qui était les troubles chez les enfants et chez les femmes. Donc il y a eu un peu une réorientation de l'activité en fait. C'est pas tant dans la douleur parce que ça reste des patients là qui sont plus urgemment à prendre en charge et on les voit au moment où on peut avoir un impact. Après, c'était aussi qu'il y avait plus de moyens. Donc, ça pour répondre à la question, on a amené plus de moyens, donc on a pu passer à 40 de cette activité, D'accord, mais dit autrement, on n'arrive pas à traiter tous les besoins sur place dans ce domaine de la rééducation. On est obligé de prioriser encore aujourd'hui. Oui, de toute façon, on est obligé de prioriser, dans le secteur humanitaire et encore plus dans le secteur de l'urgence. Heu, Rien qu'en neurologie pédiatrique, il y a beaucoup de patients qui, chez nous, auraient un suivi à vie et c'est pas quelque chose qu'on peut proposer actuellement, sur les terrains MSF parce qu'on a du mal à revoir les patients après l'hospitalisation, à les faire revenir en suivi. Donc de toute façon, il y a un tri qui se fait effectivement sur le terrain et on n'arrive pas à atteindre tous Tout ceux le qui monde. en auraient besoin. D'accord. Alors, il y a une autre question. On a quelqu'un qui a écouté précisément les exemples. Une question de donateur, j'ai pas le prénom. J'imagine que la rééducation neurologique demande de consacrer du temps à chaque enfant. A-t-on les moyens humains pour faire face à la demande? Au Yémen, 840 consultations, je pense que c'est un des chiffres qui a été présenté tout à l'heure, pour 270 enfants en 3 mois. Ça fait 3 consultations par enfant. Est-ce que cela suffit à les rééduquer? Alors, très bonne question. Merci à la personne qui a Les gens été qui suivent? attentif. Donc les moyens humains, justement, le but de ma mission, c'est d'évaluer quels sont les moyens, minimaux à mettre en place, pour, fournir un suivi approprié à ces enfants-là et là-dessus, je ne négocierai pas sur le temps, adressé à chaque enfant. Donc on fait au moins une demi heure de séance par enfant. Ça, c'est comme on peut proposer, ici. Hem, j'ai oublié la suite de la question. Est-ce qu'avec 3 consultations par enfant, on arrive à repérer des progrès et à les rééduquer? Alors, ça va dépendre du type de pathologie. Comme je disais, il y a des pathologies neurologiques qui, elles, auraient besoin de plus de séances pour être au niveau optimal, au niveau fonctionnel. Si on est dans les cas des retards transitoires, comme dans le cas de la malnutrition, en 3 séances, on peut déjà avoir de très bons résultats parce que le problème est surtout environnemental, avec un environnement disstimulant, des parents qui ne savent pas trop comment faire. Donc si le partenariat avec le parent est bon et qu'on arrive, qu'on interagit bien avec l'enfant, en 3 séances, on peut déjà avoir des bons résultats. Mais l'idée, c'est aussi de coacher les parents pour qu'à la maison ensuite, même si on n'arrive pas à revoir le patient après l'hospitalisation, à la maison, le travail continue. D'accord. Donc il y a l'idée de coacher les parents. Peut-être une dernière question, puis ensuite on passera, à l'exemple avec Élise. Est-ce que ces connaissances, ces savoir-faire qui se sont développés donc à l'occasion des missions exploratoires de la fondation peuvent être ensuite transférés localement? Est-ce qu'on a dans les missions, d'autres profils, de spécialistes qui sont capables de prendre le relais sur ces sujets-là? Mmh.
Alors, au Yémen, j'avais de la chance parce qu'il y avait des kinés. Ouais. Donc, j'ai pu former des kinés qui étaient déjà très bien formés, qui avaient un très bon niveau de base. Mais effectivement, on travaille en équipe pluridisciplinaire de toute façon autour de l'enfant. Donc, les informations que là, je vous ai données, je les donne à tout le monde. Je les donne aussi aux infirmières, je les donne aussi aux promoteurs de santé, parce qu'on a la chance d'avoir des agents de promotion de la santé dans nos hôpitaux. Et donc, les retards de développement peuvent être évités grâce à de la prévention. Donc en fait, sur les terrains, localement, on peut trouver des ressources à qui transmettre ces savoir-faire pour que ce soit, qu'il y ait une continuité ensuite dans l'activité. Mais tout l'objectif de la mission, c'est de réussir à identifier qui, dans tel ou tel projet, va être le plus à même de donner ces conseils-là et de faire cette activité. Donc là, typiquement, on a une très bonne illustration de ce que peut faire la fondation, hein, c'est financer cette phase, d'apprentissage, d'exploration, de repérage des cas sur lesquels, le savoir-faire, là, de rééducation peut avoir un vrai impact et puis ensuite, ça va probablement être de mettre en forme tout ça pour pouvoir le déployer plus largement sur les terrains. Donc c'est ça le rôle de la fondation là, c'est cristalliser tout un savoir-faire et puis se préparer à le déployer. Ouais, c'est vraiment ça. C'est comme ça que je l'explique aux gens sur les terrains. C'est nous, on est là pour justement explorer les besoins, proposer des solutions et aider à les mettre en place pour qu'ensuite que l'association puisse prendre le relais et perpétuer l'activité. Super, merci, Lucile. On va passer à un autre exemple alors avec Élise qui est un peu plus loin. Qui est dans le nord de la Syrie. Donc la connexion fonctionnait bien. J'espère qu'elle fonctionne encore bien. Voilà, je vois Élise. Donc je te laisse te présenter rapidement. Donc Élise travaille pour MSF depuis 2017, sauf erreur. Je te laisse peut-être rappeler ton parcours et puis surtout nous parler du projet sur la rééducation pour les grands brûlés. Et puis même chose, on prendra ensuite des questions spécifiques à ce projet avant d'élargir la discussion, avant de conclure le webinaire. Donc Élise, je te passe la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je suis Élise, je suis kinésithérapeute spécialisée en brûlure. Et comme l'a dit Nicolas, j'ai démarré avec Médecins sans frontières en 2017 déjà et j'ai rejoint la fondation sur un autre programme, c'est le programme 3D, il y a maintenant 5 ans. C'est bien ça, 5 ans. Donc là, actuellement, je suis en Syrie pour former en brûlure les kinésithérapeutes de Médecins sans frontières. Et je vous propose de jeter un coup d'œil rapide à la carte pour, comprendre un petit peu le contexte de la mission. Hem, Médecins sans frontières y est présent depuis 2011. Donc Médecins sans frontières y est présent depuis, 2011. Hem, ouais, alors je me prends moi aussi, voilà, 2011, depuis le début, du conflit, en Syrie. Et donc, un conflit, c'est souvent la cause de nombreuses victimes, de brûlures, graves et donc pour répondre à ce besoin, Médecins sans frontières a ouvert un hôpital, spécialisé pour les grands brûlés à Hatmé, donc dans le nord-ouest de la Syrie, tout près de la frontière turque. Donc on peut voir, sur la carte. C'est le seul hôpital, spécialisé dans cette prise en charge, de toute la région. La spécificité de cette mission, c'est que, depuis 2014, on ne pouvait plus du tout se rendre, en Syrie pour des raisons de sécurité, les frontières étaient complètement fermées. Donc pendant, 9 ans, c'est une mission qui a fonctionné, de façon complètement isolée, avec un support évidemment de Médecins sans frontières, mais qui s'est fait exclusivement, à distance. Et puis depuis le tremblement de terre qui a eu lieu, l'année dernière en Turquie et en Syrie, les frontières se sont partiellement rouvertes et les humanitaires ont pu, à nouveau se rendre en Syrie, pour des par contre, pour des temps de visite très courts, et un nombre de visites aussi, très limité. Je vous propose maintenant de vous rendre à Atmé, en Syrie, devant, l'hôpital de Médecins, sans frontières. Donc c'est un hôpital qui prend exclusivement en charge des patients brûlés graves. Il y a 22 lits d'hospitalisation. Il y a aussi un service ambulatoire qui permet, aux patients de revenir en consultation après leur sortie de l'hôpital. Et donc Médecins sans frontières propose des soins complets médicaux, chirurgicaux, de la kinésithérapie et de la santé mentale. Comme je vous parle de rééducation, je vais parler de l'équipe. Il y a 9 kinés sur place, donc des kinés syriens. Et sur ces 9 kinés, 7 sont tout nouveaux. Commencé, ils ont rejoint l'équipe l'année dernière, parce que l'activité, s'est développée. Donc il y avait vraiment un besoin de formation, de ces kinés parce que c'est pas les quelques heures, de formation qu'on reçoit à l'école de kiné, sur la brûlure, qu'on peut prendre en charge, ces patients-là. C'est vraiment une spécialité, à part entière. Et donc
ce qu'on peut quand on connaît pas, on peut se demander en quoi la rééducation, elle est si importante pour ces patients, grands brûlés. Donc là, on parle pas évidemment de brûlures superficielles comme on se fait classiquement, avec le four, mais vraiment de brûlures qui sont profondes, qui sont étendues et donc ces brûlures-là, le risque, c'est qu'elles développent des complications au niveau de la peau pendant la cicatrisation. Une des complications les plus fréquentes, c'est les rétractions. Donc on voit sur la 2e photo là à droite, un patient brûlé au niveau du bras et au niveau de son coude, en fait, la peau, elle s'est cicatrisée au plus vite, au plus court et donc elle fait, une bride, cicatricielle qui l'empêche de tendre plus que ce qu'on voit sur la photo son coude. Donc on peut imaginer, le handicap, majeur que ça peut avoir et c'est valable pour toutes les articulations. Hem On voit sur la première, donc le pour revenir au rôle de la kinésithérapie, on intervient vraiment en prévention. C'est-à-dire si la rééducation, elle a bien été réalisée, on ne devrait pas, voir apparaître ce genre de complications ou en tout cas à minima et donc la rééducation, pour être efficace, elle doit être débutée dès les premiers jours de la prise en charge, donc dès les premiers jours de l'hospitalisation et jusqu'à la fin de la maturation cicatricielle, donc c'est souvent long, entre 1 à 2 ans après la brûlure. Et donc là, on voit sur la première photo, un des kinés de l'équipe qui, mobilise un patient, un garçon, brûlé, au lendemain de sa chirurgie. Donc il a reçu une greffe de peau, c'est-à-dire qu'on lui a pris de la peau saine au niveau des jambes pour recouvrir sa brûlure au niveau du bras. Et donc on sait que si on mobilise, très tôt, si, il s'assoit, il se met debout et il marche, très tôt et pour lui, c'est dès le lendemain, c'est possible, bah, le pronostic médical, il sera meilleur et le pronostic fonctionnel aussi, donc ça évitera que toutes ces complications, apparaissent, par la suite. Hem, donc comme il y avait ce besoin de formation pour, l'équipe de kiné et en plus la possibilité, assez nouvelle de pouvoir se rendre en Syrie, la mission MSF a fait appel à la fondation, pour venir en support. Donc on a organisé la formation avec mon collègue Sajdi là qu'on voit, au fond, de la première photo. On a réalisé cette formation en 2 temps. Une première partie en décembre où on a vraiment couvert, tous les sujets, théoriques, on a pratiqué en équipe. Donc sur la première photo, on les voit, les kinés pratiquer la kinésithérapie respiratoire, hem, qui concerne les patients, qui ont inhalé des, fumées d'incendie et dont les voies respiratoires sont atteintes. Et puis 4 mois plus tard, on est retourné en Syrie pour la 2e partie de la formation. Donc là, on y est en ce moment. Et là, c'est une formation qu'on a voulu, plus pratique. Donc on a vu les patients avec les kinés pour les guider dans leur traitement. Et puis on a monté d'un niveau, on les a formés à des techniques plus spécifiques, notamment pour les brûlures du visage et on les voit là s'exercer à la réalisation d'un appareillage pour, travailler, l'ouverture de bouche. Donc c'est vrai que quand on a des brûlures autour de la bouche, ça peut limiter l'ouverture, buccale et ça peut être vraiment handicapant pour les patients parce que ça peut, les limiter dans des actions simples comme, parler, manger ou boire. On a beaucoup d'enfants qui sont admis, à l'hôpital, de Hatmé aussi et ça, c'est du fait, des conditions de vie, précaires des Syriens. On peut passer à la slide suivante. Parce que depuis le conflit, il y a eu des millions de Syriens qui ont dû quitter leur domicile, qui ont dû, quitter leur village et qui sont aujourd'hui dans des camps de réfugiés, certains depuis des années. Donc, des conditions de vie précaires, des environnements très restreints, des équipements de chauffage, de cuisine, très sommaires, avec des familles où il y a beaucoup d'enfants, donc des accidents domestiques, très courants. Et donc on faut adapter aussi toute la rééducation à cette patientèle qui est particulière parce qu'il suffit pas de leur expliquer, ce qu'on va faire. À ces âges-là, ils comprennent pas toujours, ils ont peur, ils ont le souvenir du traumatisme, de la douleur. Donc là, ce qu'on voit sur la photo, c'est, une des kinés qui, mine de rien, pendant qu'elle raconte une histoire à l'enfant, qu'elle fait des mimiques,
elle mobilise la main, du petit garçon volé il y a seulement quelques jours. Tout ça pour que ça se passe dans un environnement, très serein et que pour, plus tard, il puisse utiliser, sa main, sans difficulté. Les prochaines étapes pour ce projet, c'est là, on est dans la dernière semaine de formation avec toute l'équipe et donc on les forme sur une technique encore plus avancée qui est la confection de masques compressifs pour les brûlures du visage. Hem Et l'idée, c'est que dans un deuxième temps, on les forme aussi à l'utilisation de l'impression 3D pour confectionner ces appareillages. C'est une technique qu'on utilise depuis déjà plusieurs années sur, d'autres terrains MSF, comme en Jordanie, à Gaza ou en Haïti, et qui montre de nombreux avantages pour déployer ce type de traitement dans des contextes, humanitaires. Donc voilà, au-delà de sauver des vies, au-delà de soigner la brûlure, la rééducation, elle a toute sa place dans les soins, qu'offre, Médecins sans frontières parce que l'idée, c'est pas que le patient, il sorte, complètement handicapé, de l'hôpital et on sait qu'on peut, vraiment prévenir ce genre de conséquences, en en avec la rééducation et par des gestes, des techniques assez simples, à condition que ce soit mis en place tôt et sur du long terme. Et c'est justement les difficultés majeures qu'on rencontre, sur les terrains, de MSF, en rééducation en tout cas, c'est l'accès à la rééducation et c'est le suivi des patients. L'accès parce que souvent on trouve, peu, voire pas de kinés, sur les terrains, encore moins des kinés qui sont spécialisés, en brûlure. Donc les patients, même quand ils sont soignés, ils reçoivent pas souvent de rééducation et donc ils sortent de l'hôpital, ça va et puis quelques mois plus tard, c'est là où apparaissent des tas de rétractions et des handicaps, majeurs et on a parlé du suivi parce qu'on l'a vu, le suivi en rééducation, il est long, 1, 2 ans après la brûlure et pour nombre de patients, c'est difficile de revenir, à l'hôpital, régulièrement sur du long terme. C'est le seul hôpital pour grands brûlés de la région, donc il y a des patients qui viennent de très loin. C'est coûteux pour eux de venir, c'est des fois dangereux. Ils comprennent pas toujours pourquoi c'est nécessaire alors que tout a l'air de bien évoluer. Donc c'est vrai qu'on déploie beaucoup d'efforts, avec la fondation, mais conjointement aussi avec, Médecins sans frontières, dans les missions sur place pour rendre accessible la rééducation et assurer ce suivi à long terme des patients et donc pour donner quelques chiffres à Atmé, dans l'hôpital, on a eu l'année dernière plus de 2 000 patients qui ont eu accès, à la kinésithérapie et plus de 11 000 séances qui ont pu être, prodiguées, par l'équipe, sur place. Merci à tous. Merci Élise. Alors on a aussi une bonne illustration, de ce que peut faire la fondation, hein. Le projet est parti d'une demande du terrain aussi, hein. C'était le cas dans le projet sur lequel tu travailles? Ouais. Oui, tout à fait. C'est vrai que comme la pédiatrie, mais la brûlure, c'est quand même une spécialité de la rééducation. En plus, c'est une spécialité assez restreinte. Il y a pas beaucoup d'hôpitaux qui proposent cette prise en charge spécialisée. Il y a peu de kinés qui sont formés. Donc c'est vrai que c'était une demande d'avoir quelqu'un qui puisse prodiguer cette formation, pour les kinés, pour qu'ils voilà, quitte à avoir des kinés, autant que ce soit une rééducation qui soit vraiment adaptée et bien effectuée, pour les patients. Donc c'est une bonne illustration en fait de la complémentarité de la fondation par rapport à l'association, hein. L'association intervient sur, des soins par exemple chirurgicaux et on s'aperçoit que, bah, si on ne traite pas, d'autres éléments du soin, en fait, on n'a pas complètement traité la question du patient et donc là, on est, vraiment sur une complémentarité très forte par rapport à ce que peut faire, ce que pouvait faire l'association. Alors on a reçu, un certain nombre de questions, donc je vais, les prendre, un peu au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a un rapport avec le programme 3D? Tu as évoqué les masques de compression. Donc, le programme 3D avait fait l'objet d'un autre webinaire, je crois, il y a quelque temps. Donc, est-ce que c'est 2 projets différents? Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est des projets qui se renforcent? Oui, tout à fait, c'est complètement, complémentaire. Enfin, d'ailleurs, moi, maintenant, je suis sur vraiment le développement de la rééducation en brûlure, mais pendant plusieurs années, j'étais sur le programme 3D et là, je suis en Syrie avec mon collègue, Sajdi, qui vient de Jordanie et qui est responsable de ce programme 3D, au Moyen-Orient et comme au sein du programme 3D, ce qu'on propose, c'est justement d'utiliser cette technologie 3D pour, heu, confectionner des appareillages qui sont vraiment très techniques
Et c'est vrai que la technologie 3D, elle favorise en fait, la mise en place de ces traitements dans des contextes humanitaires. Donc l'idée, c'est déjà, avant d'arriver à ces techniques, avancées, puis spécialisées, c'est déjà de former les équipes aux bases de la rééducation de la brûlure, qui est déjà un bon niveau de base, que voilà, que les patients reçoivent déjà les soins, dont ils ont besoin. Et puis après, quand il y a déjà une certaine expérience, on peut les former sur quelque chose d'un peu plus technique où du coup il faut de l'expérience et heu et là donc on les forme à ce traitement-là, au masque et si on peut les faire en 3D, on sait que ce sera plus facile à mettre en place sur place. On a eu déjà la preuve sur d'autres terrains, que ça marche bien avec ces technologies-là. Donc ça, c'est peut-être aussi une autre illustration de ce que fait la fondation, hein, qui mobilise un grand nombre de technologies, hein. Quand on prend l'ensemble des projets, ça va de l'IA à la fabrication additive, aux tests, thérapeutiques. Donc, on a en termes même, scientifiques, en fait, une palette extrêmement large et puis, dans certains cas, là, comme le projet que tu évoques, les technologies et les pratiques se renforcent. Alors, il y a une autre question liée à ces masques, enfin, ces principes d'action des masques faciaux. Est-ce que tu peux peut-être expliquer à quoi ça sert, pourquoi on les utilise? Et pourquoi c'est difficile, éventuellement de concevoir ces masques et de les fabriquer sur place? C'est quoi le principe du masque, en fait, pour des grands Oui, brûlés? bien sûr. Bien sûr, j'ai pas donné de détails là-dessus, c'est vrai. Hem, alors les masques, en fait, c'est des masques, ça se présente comme des masques qui sont transparents, qu'on demande aux patients de porter, autant qu'ils peuvent. Idéalement, c'est 23 heures sur 24, mais on sait que c'est un traitement qui est lourd à suivre. Hem, L'objectif du masque, en fait, c'est d'exercer une compression sur les cicatrices, du visage pour éviter que les cicatrices, justement, elles développent, ces rétractions dont on a parlé et aussi des hypertrophies. Donc les hypertrophies, c'est des épaississements, de la peau. En plus d'être esthétiquement, invalidant, bah, la peau, elle perd aussi en extensibilité, en souplesse. Donc comme pour les rétractions, sur un visage, ça peut limiter, l'ouverture de la bouche, on en a parlé un petit peu. Ça peut, complètement, fermer, des narines, ça peut, empêcher l'œil de se fermer la nuit avec des risques, oculaires, graves par la suite. Hem Et en fait, le masque, c'est le traitement le plus efficace, de nos jours, en tout cas, pour, lutter contre l'apparition de ces complications-là. Jusqu'à présent, sur les terrains, enfin, ce qu'il y a de plus facile, pour effectuer cette compression des visages, c'est de mettre ce qu'on appelle des vêtements compressifs. Donc ça se présente comme une forme de cagoule, qui permet aussi d'effectuer cette compression-là, mais c'est beaucoup moins efficace qu'un masque parce que, ça permet pas de venir comprimer tous les petits détails du visage, les petits creux, et donc on n'a pas du tout les mêmes résultats. Après, c'est plus facile à mettre en place la cagoule qu'un masque. Un masque, c'est compliqué à réaliser parce que ça demande déjà du temps et puis ça demande vraiment, des techniques qu'on développe, mais pareil en France, hein, qu'on développe quand on travaille dans un hôpital pour brûler avec cette spécialisation, cette spécialité-là. Et en plus, en France, c'est souvent pas les kinés qui font ça, c'est souvent soit des orthoprothésistes, donc ceux qui sont en charge des appareillages, ou alors des ergothérapeutes, donc c'est encore des spécialités dans la rééducation. Sauf que sur les terrains MSF, bah, on l'a dit, hein, déjà on a du mal à trouver des kinés, donc les ergothérapeutes, orthoprothésistes, c'est compliqué. Donc tout repose sur les kinésithérapeutes. Donc en plus d'apprendre leur métier de kiné, ils doivent en plus apprendre, des techniques un peu plus larges. Donc c'est en ça aussi que c'est voilà, c'est encore plus technique. Et donc là, la solution qu'avait développée la fondation, c'est, une solution qui permet de faire une image, une représentation 3D du visage, hein, parce que c'est assez compliqué. Il faut, suivre tous les creux, les bosses et cetera et puis de transformer ça en fichier qui permet d'être, utilisé ensuite par Mmh. une imprimante 3D pour faire le masque et le réaliser sur place dans des conditions assez basiques, en fait, hein, par rapport au terrain sur lesquels, se font ces opérations. Alors, il y a une autre question justement qui est liée au terrain. Est-ce que, il est possible de transférer les mêmes pratiques qu'en France sur les terrains MSF? À quelles contraintes êtes-vous confrontés? Donc, là, par exemple, tu es en Syrie, quand on pense à la Syrie, vue de France, on imagine un contexte un peu tendu, pas forcément évident sur le plan sécuritaire. Est-ce qu'on arrive à transférer des techniques de bon niveau, peut-être comparables à ce qu'on trouve en France ou est-ce qu'il faut, faire des compromis? Comment ça se passe, en fait?
En Syrie, on a la chance quand même d'avoir il y a un bon niveau universitaire, donc on trouve des kinés, c'est une profession qui est reconnue, qui existe, avec un niveau en plus de formation qui est bon. Donc de ce point de vue-là, ça marche bien. Là où on est restreint, c'est, évidemment le type de soins qu'on peut proposer, aux patients. Avec grâce à Médecins sans frontières, on a quand même tout le matériel de base qu'il nous faut pour faire, les attelles, pour faire les postures, voilà, on a ce qu'il faut de ce point de vue-là. Mais, là vraiment où c'est le plus compliqué, c'est en fait, on en revient à ce que j'avais dit, c'est l'accès. Faut quand même c'est pas un automatisme d'intégrer les kinés dans les services d'hospitalisation dès les premiers jours. Donc, c'est vrai que ça demande quand même beaucoup ça demande à être, négocié. Et après, le suivi, c'est quand même, j'en reviens à ça, mais c'est là où on rencontre beaucoup de problèmes, c'est que les patients, on en perd énormément de vue. Hem, En France, je vais faire le parallèle avec la France du coup, hem, on a quand même un système de santé qui permet, d'avoir des hôpitaux régionalisés, des centres de rééducation aussi régionalisés dans lesquels les patients, ils peuvent se rendre à la sortie de l'hôpital. Puis après, des kinésithérapeutes en libéral qui peuvent prendre le relais et qui sont plus proches, des patients. Les soins, sont remboursés, notamment dans ces pathologies-là, donc sur toute la longueur du traitement, c'est le cas. En Syrie, bah, voilà, il y a que cet hôpital-là dans toute la région. Pour les patients, pour revenir, jusqu'à 1 an après la brûlure, c'est compliqué, donc on en perd énormément de vue. Tant qu'il y a pas de problème, on les revoit pas, mais des fois 2-3 mois plus tard, ils reviennent avec des rétractions majeures, et même bon, on les reprend en charge évidemment, mais on sait qu'on pourra pas revenir en arrière. On pourra récupérer peut-être un petit peu, mais la rétraction, une fois qu'elle est là, elle est là. On sait que ce sera le début d'un long 2e parcours, qui passera par la chirurgie, si elle est disponible sur place, ce qui n'est pas toujours le cas non plus, la chirurgie reconstructrice. Et après, il faudra encore de la rééducation pour s'assurer que ça revienne pas. Donc là, c'est là où on voit vraiment le décalage, c'est qu'on voit beaucoup plus de complications ici, alors qu'en France, comme il y a tout un système de santé qui est bien en place, on les voit quasiment plus. Donc un autre point peut-être pour expliquer les activités de la fondation, c'est qu'on a une partie de l'équipe qui travaille, en France et puis, qui va ensuite régulièrement sur les terrains. Donc là, dans ton cas, tu étais, il y a pas très longtemps en Syrie, tu es revenu, tu es reparti. C'est quoi typiquement le modèle, d'activité d'un équipier de la fondation, d'un spécialiste de la fondation sur l'exploration de projet? C'est d'aller passer combien de temps sur place? Comment est-ce qu'on est accueilli sur place par les équipes locales quand on vient pour explorer, essayer d'introduire de nouvelles pratiques? Comment ça se passe concrètement? Juste pour illustrer. Alors en général, la première fois qu'on arrive, il y a quand même toute une partie, bah, comme le disait Lucie là, d'exploration, où on essaie déjà de se rendre compte comment, sont organisés les soins, ce qui est proposé, quel est la qualité des soins, le niveau de soins. Et c'est à partir voilà, de ce constat qu'on peut, affiner le support après qu'on peut, apporter aux équipes locales. Donc, ça peut passer par de la formation. Là, en Syrie, c'est vrai que comme on était sur des temps de visite très courts, on a vraiment fait un peu de la formation intensive. Mais quand on a la possibilité de rester plus longtemps, 1 mois, 2 mois, voire plus, ça permet vraiment d'accompagner les patients dans leur prise en charge, pardon, les kinés dans leur prise en charge avec les patients et vraiment de s'assurer que, voilà, qu'ils mettent en application, les conseils, les nouvelles techniques. C'est pas juste hop, on délivre la formation et après on s'en va sans trop savoir, ce que ça donnera, dans la pratique. Et avec la fondation, ce qui est aussi intéressant, c'est que justement, même après la fin d'une mission, on reste en contact, en général avec la mission, pour continuer à apporter un support. Alors quand on peut pas être sur le terrain toute l'année, mais le support, il peut être apporté de diverses façons, à distance. Avec l'équipe de Syrie, par exemple, on fait, tous les mois une réunion d'1 heure où ils nous présentent des cas patients, ils nous parlent des difficultés qu'ils rencontrent, donc ça permet quand même d'avoir ce temps d'échange qui est maintenu. Heu et après l'idée, c'est d'y retourner, a posteriori un peu plus tard. Donc là, par exemple, il y avait un décalage de 4 mois. Ça permettait vraiment de pouvoir se rendre compte s'ils avaient réussi à mettre en place ce qu'ils avaient appris et puis, voilà, de passer au niveau suivant,
s'ils se sentent assez confiants pour apprendre de nouvelles techniques plus poussées. Donc c'est vrai que c'est intéressant ce suivi-là, sur l'année, plus long terme. Donc même dans des contextes sécuritaires ou logistiques pas évidents, on arrive quand même à faire avancer des projets, hein. C'est quelque chose qu'on Oui, observe. Ouais, ouais. oui, c'est toute la force de Médecins sans frontières. C'est vrai qu'on arrive quand même à déployer des activités dans des endroits qui sont, très compliqués, même au niveau sécuritaire et on arrive quand même à aider, les équipes locales et aussi, bah, évidemment les patients qu'on prend en Ouais. charge. On avait un autre cas récemment là avec Pierre, donc de l'équipe aussi rééducation qui était en Haïti et on en parlait avec Lucille tout à l'heure, qui a quand même réussi à travailler dans des conditions assez contraintes. Alors, on va reprendre peut-être quelques questions ensuite, mais je voudrais peut-être laisser la parole à Clara Nordon, qui est la directrice de la Fondation, si elle est en ligne et si elle veut peut-être préciser des points ou commenter les choses, expliquer ce qu'on a pu voir. Je ne sais pas si Clara, tu veux t'exprimer, je te passe la parole. Oui, merci Nicolas. Merci à Élise et Lucie pour leur présentation aussi. J'ai j'ai l'impression que sur ces 2 différents projets, il y a un axe qui est commun, qui est, qu'en fait, on a réfléchi de manière assez, réaliste à limiter la perte d'opportunités. On avait un donateur tout à l'heure qui disait, «Est-ce que, 3 séances, c'est suffisant?» Évidemment, sur un cadre normatif, on est sur des suivis, qui vont de 1 an à 2 ans, mais c'est de voir dans la réalité de nos pratiques et la réalité des contextes dans lesquels on est, avec des populations qui vont être, souvent, très éloignées du centre de santé ou de l'hôpital, des populations qui sont dans une recherche de mise à l'abri, donc qui vont pas forcément être toujours au même endroit. Comment on arrive dans le temps d'hospitalisation, que ce soit, pour, des questions de malnutrition ou, pour une brûlure, à offrir, à limiter, la perte d'opportunité, c'est-à-dire sur un court temps d'hospitalisation, à donner le maximum de chances de rééducation et de récupération pour le reste de leur vie, même s'ils ne pourront pas revenir. Voilà pour ce premier point. Peut-être juste un point, puisqu'il y a des questions aussi sur l'impact et les moyens qui sont engagés sur des projets comme ça. Est-ce que tu peux peut-être nous donner des idées sur ce que ça peut représenter vraiment en grande masse, hein, des projets exploratoires de ce type? On a vu que ça avait un impact, ça pouvait avoir un impact très fort, hein, sur des enfants, par exemple, même avec quelques séances. Comme on est dans un webinaire donateur, donc avec, je pense, aussi des gens qui sont sensibles à ce qu'on fait des moyens, est-ce que tu peux peut-être préciser ou expliquer ce que ça représente comme engagement de moyens, les projets que l'on vient de voir, vraiment dans les grandes lignes, sans forcément aller dans le détail des chiffres, mais pour... Dans les grandes lignes, c'est un projet, c'est un des tout premiers projets de la fondation, au départ qui était, basé sur la 3D et l'introduction de cette nouvelle technologie. C'est un projet qui nous a coûté par an entre, peut-être 400 000 500 000 € les plus fortes années et qui est, maintenant autour de 300 000 € à peu près, essentiellement donc des ressources humaines bah, plus on a de moyens, plus on peut, développer, l'exploration de nouvelles pratiques ou de nouvelles, spécialités. Du coup, une autre question aussi par rapport aux moyens et aux projets qui peuvent être développés. Donc toi, ça fait longtemps que tu sors, je t'ai pas laissé te présenter, mais tu pourras peut-être te présenter, en dire un peu plus. Mais tu as travaillé sur des terrains, puis au développement de la fondation. Ce qu'on a vu, c'est que sur ces deux projets, le besoin émergeait des terrains. Est-ce que tu peux peut-être caractériser la relation entre la fondation et les terrains, sachant que l'idée, c'est de travailler pour les terrains, mais aussi d'avoir une certaine liberté, une certaine agilité pour débroussailler des choses ou engager des moyens que les terrains n'ont pas la capacité d'engager. Est-ce que tu peux peut-être caractériser un peu plus précisément ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure sur le lien entre la fondation et l'association? C'est un lien qui est, toujours, à définir et qui est toujours le fruit d'une discussion et d'échanges, avec l'association. C'est vrai qu'il y a une très grande hétérogénéité dans les projets de la fondation sur la manière dont ils ont émergé. Le premier projet, était, le projet de rééducation, autour de la 3D et des brûlures et était un peu, sur, une impulsion, vraiment, fondation. Moi, je venais de finir, plusieurs missions, pour lesquelles j'étais, coordinatrice de projet. Donc quand j'étais à MSF, j'ai travaillé, 5-6 ans sur les missions MSF avant de prendre la direction de la fondation et j'avais fait beaucoup de missions, sur des, terrains de traumatologie et j'avais pu constater que, effectivement, après la sortie, pour des raisons, d'amputation, ou de brûlure, il y avait, peu de solutions qui étaient proposées. Donc il y avait vraiment
on sauvait les vies, on faisait toute la chirurgie, mais pour ce qui était de la rééducation, en particulier de l'appareillage, c'était très variable en fonction de partenaires, comme Handicap International qui étaient là ou non, en fonction des financements. Et on s'est demandé, avec les équipes de la fondation et ensuite avec le département médical, si on pouvait, par le biais de la technologie, essayer de faciliter l'accès et à l'appareillage. Sur d'autres projets, ça a été, une remontée, d'un spécialiste de la microbiologie qui travaillait au département médical et qui voulait répondre à une problématique en particulier qui était la lecture des antibiogrammes. Sur d'autres projets, c'est venu de partenaires, comme, l'Institut Pasteur de Dakar qui nous a proposé, de nous allier à eux pour, peaufiner, les tests de rougeole pour qu'ils répondent parfaitement aux besoins d'MSF. Donc il y a pour l'instant, on n'a pas vraiment de schéma, archi standardisé sur la façon dont les projets, arrivent à la fondation. Mais une des caractéristiques quand même, c'est que les projets avancent. Et alors peut-être pour conclure, avant de, je reprendrai la parole sur la question des moyens avec ma casquette peut-être de président, mais peut-être une dernière question à la fois à Lucille et puis à Élise, si elle nous entend toujours, c'est si vous deviez exprimer une raison pour laquelle ces projets vous intéressent ou ce que la Fondation vous apporte dans ces projets, peut-être juste pour avoir un témoignage personnel, pourquoi ça vous intéresse, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît moins peut-être aussi sur ces projets. Peut-être Lucille pour commencer, puis Élise ensuite, si elle est encore en ligne. Est-ce qu'on m'entend? Oui, Oui. c'est bon. Donc je vais prendre la parole. Pourquoi ce projet m'intéresse? Je pense que c'est exactement pour ce que Clara a évoqué, de limiter la perte d'opportunités, des patients parce que c'est déjà ce qu'on voit en France en fait, comme je disais, c'est une spécialité qui est aussi émergente en France et quand on voit quel impact on peut avoir en prenant en charge les enfants le plus tôt possible, par rapport à attendre quelques mois pour voir comment ils se développent, moi c'est vraiment ça qui me motive, c'est de pouvoir fournir cette chance-là à tous les enfants. Et puis au niveau de la fondation, du coup, on a les moyens de pouvoir mettre en place, d'aller explorer des endroits, de pouvoir mettre en place cette activité, une activité qui, au final, coûte surtout des ressources humaines. Et du coup, c'est très intéressant de pouvoir proposer ça, d'en faire la promotion auprès des terrains et effectivement de rendre le soin complet parce qu'en fait, si on ne fournit pas la rééducation qui va avec le soin initial, on ne fournit pas le soin complet. Et on rate une partie de la mission. Exact. Élise, peut-être sur ce point-là. Oui, moi, c'est vrai qu'après, quelques missions avec Médecins sans frontières, en tant que kinésithérapeute, on entend souvent et on réalise souvent que la rééducation, elle est pas toujours au premier plan de la mission et on peut facilement comprendre pourquoi, quand, il est déjà compliqué de prendre en charge tous les patients, qui ont besoin d'être opérés, d'être soignés, et que le budget est limité, et que, on peut pas, recruter, suffisamment de kinés, ben, voilà, on comprend que c'est pas forcément mis au premier plan et ce qui est un peu frustrant parce qu'on sait que des fois, c'est des choses simples, qui sont mis en place, une attelle, des mobilisations, une vingtaine de minutes, quand les patients sont sur leur lit d'hôpital et que de toute façon, ils sont là et on sait que ces gestes simples, ils permettent, vraiment de changer la donne pour l'avenir du patient, qui peut vraiment se retrouver avec une vie, où il peut réintégrer un travail, son rôle social, son rôle familial, et vraiment le confort et l'avantage de la fondation, c'est que c'est une c'est voilà une entité, à part avec des fonds dédiés à ça, avec, on a quand même beaucoup plus de poids dans ce qu'on peut faire, on a plus de ressources aussi et c'est toujours bien accueilli par les missions MSF parce qu'eux sont contraints et nous on arrive avec ce support en plus. Ça leur coûte rien à part, de nous recevoir et voilà, d'organiser un peu les activités différemment pour de la formation et c'est vrai qu'on repart toujours, avec du mieux. En tout cas, il y a quelque chose qui a avancé, pour la rééducation. Il y a plus de patients qui ont accès, il y a des techniques qui sont plus évoluées, qui sont mis en place et ça, c'est grâce à ces ressources supplémentaires que met la fondation, dans la rééducation. Très bien, merci Élise, merci à toutes les trois pour vos témoignages. Je pense qu'on a une bonne illustration d'un des projets, enfin de deux des projets de la Fondation. Je voudrais en profiter pour remercier tous les donateurs, puisque
Ces projets ne pourraient pas être développés, hein, comme cela a été évoqué, sans vos dons, hein. La Fondation fonctionne essentiellement avec vos dons. Donc, on vous remercie déjà pour les dons que vous avez pu réaliser et surtout, on vous encourage à continuer et à en faire d'autres. Et puis, il y aura d'autres événements organisés par la Fondation. Donc, j'espère que vous aurez l'occasion d'y participer. Et vous pouvez aussi, bien sûr, en permanence, vous reporter au site, le site de la Fondation. Je pense que les adresses vont apparaître dans le chat sur ce site-là, vous trouvez beaucoup d'informations sur l'ensemble des projets, sur le fonctionnement de la Fondation, ses initiatives, la gouvernance et également si vous voulez en savoir plus. Donc n'hésitez pas à rendre visite à la Fondation, notamment sur son site. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. Mais je voudrais vraiment conclure en vous remerciant à la fois pour votre temps et vos dons qui permettent de développer ces projets avec, de façon évidente, un très fort impact sur de nombreux patients dans le monde entier, en fait, dans beaucoup d'endroits. Donc merci à tous et puis j'espère à bientôt pour une autre rencontre.